Bien, on va commencer cette cette 18e journée philosophique, mais c'est la première séance, hein, on ouvre tout cela. Donc 18e journée philosophique, vous voyez que l'imaginaire des professeurs de philosophie était quand même assez somptueux, si je puis dire, puisque ça fait 18 ans qu'on le fait, puis on continue, on trouve toujours des nouveaux thèmes, ce qui n'est pas évident. Cette année, on a choisi de parler des imaginaires. Je vous rappelle que cette journée, elle a lieu jusqu'à 17h. Vous pouvez aller voir aussi des œuvres qui sont exposées dans la cour Zen, qui sont des œuvres d'Hervé Delabarre ici présents. Il y a également une exposition d'élèves, les élèves de Maël Judic, le professeur d'art plastique. C'est dans la salle de coworking. Voilà. Et vous pouvez aussi, toute la journée, écouter des podcasts qui correspondent à un enregistrement qui a été fait par des élèves de première HLP avec Marie-Charlotte Tessier sur un thème imaginaire très inspirant, à savoir sur le bout du monde. Voilà. On va, pour lancer cette journée, on a décidé de faire deux petites présentations. Alors, quand je dis deux petites présentations, on se méfie un petit peu parfois de nos tendances à en rajouter. Vous voyez, je commence déjà, ça va pas. Deux petites présentations. Moi, je vais commencer, et on va voir la diapo suivante. Je vais commencer par vous parler des imaginaires, présentation générale, avec un lien avec la perception du réel. Et on va commencer tout de suite. Donc, diapo suivante, je vais peut-être faire un petit signe. Voilà. Si on parle des imaginaires, il faut commencer par le commencement, à savoir comprendre que parler des imaginaires, c'est parler évidemment d'une capacité que nous avons en nous, peut-être une faculté qu'on appelle l'imagination. C'est cette capacité que nous avons de rendre présent ce qui est absent. C'est une faculté qu'on oublie un petit peu. Ça nous semble tellement évident qu'on ne voit pas le côté magique, mais imaginer, c'est être capable effectivement de rendre présence sous la forme d'une image, quelque chose qui est de fait absent dans la réalité. Alors ça permet, quand on parle de l'imagination, on s'aperçoit que ça permet d'appréhender des réalités qu'on n'a jamais vues, ça permet d'explorer d'une certaine manière l'inconnu, de se retrouver, comme on va le voir avec Mathieu Mahé, face en science à des choses qu'on ne connaît pas, qu'on essaie d'imaginer, puisqu'on rend présent ce qui est complètement absent, ce qu'on n'a jamais vu, qui est parfois inaccessible. Mais, donc il y a ce point-là. Il y a aussi la possibilité de rendre présent ce qui est absent, c'est-à-dire de créer. En art, ça va être très important. On n'a pas conscience que l'imagination va être importante, si on a. Et on voit bien ici, là, j'ai pris un tableau de René Magritte, où on voit quelque chose que, certes, on peut imaginer, mais qu'on ne voit pas tous les jours, heureusement. Quelqu'un qui se promène avec sa tête à quelques centimètres du corps. Donc on peut aussi créer, on peut aussi, grâce à l'imagination, dans le domaine politique, penser à des régimes qui seront meilleurs, des utopies. Et on sait que ça a été le cas dans toute l'histoire où des révolutionnaires partaient de l'imagination d'un monde meilleur, ou d'un monde plus juste, pour arriver à quelque chose. Bref, on voit que l'imagination, comme le disait Baudelaire, c'est un peu la reine des facultés qu'on voit dans beaucoup de domaines. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut aussi rajouter que l'imagination, puisqu'il s'agit de rendre présent ce qui est absent, ça peut être aussi l'imagination non plus créatrice ou exploratrice, mais une imagination qui va être une imagination reproductrice. Ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire. Et après tout, se souvenir, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi rendre présent sous la forme d'une image mentale, quelque chose qui n'existe plus, c'est plus présent. Ça a été présent à un moment, mais ça n'est plus. Alors, quand on parle d'imaginaire, j'ai envie de dire qu'on met surtout l'accent sur l'imagination créatrice. Je n'exclus pas le fait que quand on se souvient d'un certain nombre de choses de notre passé, on est parfois amené à fabuler, à raconter des histoires qui n'ont jamais existé. On le sait, donc les deux sont perméables, mais l'imaginaire, c'est plutôt effectivement ce qui est le produit de l'imagination créatrice principalement. Alors, quand on dit ça,
Là, on a une première définition générale, est imaginaire, ce qui est produit par l'imagination plutôt créatrice. Définition générale assez simple, qui est quand même portée par le fait qu'on a donné une définition d'imagination comme capacité de rendre présent ce qui est absent. Pourtant, ici, cette année, on a voulu parler des imaginaires, pas simplement d'imaginaire. Pourquoi ? Parler des imaginaires, c'est pour le distinguer d'un être imaginaire, ponctuel, qui serait le fruit d'une production d'imagination créatrice. Je vous prends deux exemples. Alors, on revient à Magritte, et là, on a une autre œuvre de Magritte que j'ai choisie parce qu'il y a une pareidolie. On voit bien une pareidolie, c'est en fait cette tendance que nous avons à voir des visages humains ou des formes, par exemple dans un nuage ou sur un mur, où vous avez plein de choses un peu étranges, et puis subitement vous avez l'impression qu'il y a un regard, qu'il y a un animal qui apparaît, etc. Parfois on voit ça aussi dans les motifs de papier peint un peu étranges, on commence à fantasmer devant. Donc là il y a une pareidolie qui apparaît ici avec les nuages. En même temps il s'amuse à utiliser ce phénomène, et puis ça donne quelque chose comme homme et femme. Vous voyez que tout à l'heure je vous ai donné une autre œuvre de Magritte. Alors, c'est quoi la différence entre les imaginaires et puis un être imaginaire ? Un être imaginaire, c'est la production d'un imaginaire qui est, on va le voir, un cadre général. On voit bien qu'ici, c'est une œuvre typique de l'imaginaire surréaliste de Magritte. Magritte, c'est un peintre belge, tendance surréaliste, qui a aussi sa spécificité, évidemment. Donc on voit bien qu'ici, l'imaginaire peut s'incarner dans un être particulier. Ici, c'est une création ponctuelle. Si on a parlé des imaginaires, parce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt le cadre général, qui fait qu'un artiste a un imaginaire particulier. Alors ça peut être un artiste, ça peut être aussi une civilisation. Là, pour l'instant, je parle d'un imaginaire individuel, d'un artiste. On verra, il y a l'imaginaire aussi de Jules Verne, qui va nous intéresser, celui de Victor Hugo. Mais il peut y avoir aussi un imaginaire collectif. D'ailleurs, ce qu'on entend par un imaginaire, une sorte de cadre général d'interprétation du réel, ou un cadre général de saisie du réel, eh bien, c'est aussi quelque chose, je répète, qui est collectif, et l'imaginaire individuel, d'ailleurs, s'en nourrit souvent. Souvent, on a un imaginaire aussi qui est lié à tel moment d'histoire, telle civilisation, telle culture. Et là, j'ai pris un autre exemple, c'est une œuvre animiste, c'est une œuvre inuit. Les Inuits, c'est ceux qu'on appelle les Esquimaux. Ils n'aiment pas trop qu'on les appelle Esquimaux. Esquimaux, ça veut dire viande crue. Leur vrai nom, c'est des Inuits. Les Inuits sont animistes. Alors, animiste, je rappelle que c'est une civilisation dans laquelle on estime qu'il y a une continuité entre tous les êtres. Au fond, on peut parler aussi à l'ours blanc, on peut se mettre à discuter avec des êtres, parce qu'ils ont tous une intériorité semblable à celle de l'être humain. Ce qui fait que dans une œuvre inuit, quand tu représentes un animal, alors là, la bestiole, elle me semble un peu étrange, j'arrive pas trop à voir ce que c'est, mais ce que je vois, c'est qu'ils ont mis un visage comme si cet animal était humanisé. Parce que c'est cette idée-là. Ça, on pourrait peut-être l'avoir chez les surréalistes en France, qui ont étudié peut-être les Inuits, ou qui sont intéressés à l'animisme, mais on voit bien qu'ici, on a un imaginaire qui donne des productions ponctuelles, un être imaginaire particulier, là, cette œuvre, dans un imaginaire collectif qui est très particulier, qu'on appelle l'animisme. Donc ça va me permettre de donner une définition plus générale. Ce qu'on entend par l'imaginaire, c'est donc un cadre général de saisie du réel. Les imaginaires sont des cadres généraux de saisie, d'interprétation du réel, constitués de partis pris éthiques et esthétiques, de mythes, de repères, de souvenirs et de récits. Vous voyez qu'ici, il y a tout un mélange culturel assez important. Et j'ai donné encore deux autres exemples. C'est aussi pour, comment dirais-je, annoncer un petit peu ce qui va se faire après. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de l'intervention de Mathieu Mahé. Il y aura l'intervention aussi de Corinne Saunier sur Michel Gondry. Alors c'est vrai que Michel Gondry, l'intérêt, c'est qu'il montre qu'on peut effectivement produire une production d'un imaginaire, c'est les films qu'il fait, et on voit bien que tout ça, ça va aussi avec ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire de Michel Gondry, et c'est quelqu'un qui d'ailleurs est très sensible à tous les imaginaires collectifs qui existent, il pioche à droite à gauche, et ça lui permet effectivement de proposer des œuvres originales.
Vous voyez qu'ici, ce qu'on entend par l'imaginaire de Michel Gondry, qui est un bricoleur d'imaginaire, ce sera la thèse de Corinne Seignier, c'est un cadre général qui va permettre ensuite de faire des productions ponctuelles, des êtres imaginaires ou des créations imaginaires qui sont chacun de ces films. J'ai pris l'autre exemple de Quasimodo. Quasimodo, c'est un être difforme, un peu monstrueux. On est vraiment dans le romantisme. C'est vrai qu'avant le romantisme, des êtres difformes, etc., on ne les voit pas tant que ça, ou alors tout de suite, ils sont moralement frappés d'ignominie. Ce que cherche à faire Hugo, qui s'inspire d'un imaginaire romantique, il y a l'univers aussi d'Hugo. Vous voyez qu'un imaginaire, c'est aussi ce qu'on peut appeler un univers intérieur. C'est de valoriser des figures qu'on ne valorisait pas avant. Donc on voit bien qu'un imaginaire, ça va permettre aussi de créer comme cadre, ça va créer très concrètement des personnages, des êtres, des œuvres qui sont aussi d'imaginaires. Mais vous voyez, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les imaginaires pluriels, c'est-à-dire tous ces imaginaires qu'on trouve chez chaque créateur. L'imaginaire de Victor Hugo, c'est pas celui de Marcel Proust, ça c'est clair. L'imaginaire de Michel Gondry, c'est pas non plus celui des animistes que l'on peut trouver effectivement dans leur culture. Donc voilà. Donc ça permet de comprendre pourquoi on a utilisé le pluriel. On a utilisé le pluriel parce qu'on cherche à comprendre comment ces cadres que nous avons tous en nous va sans doute, c'est mon propos, modifier, transformer, parfois biaiser notre perception du monde. Quand on parle d'imaginaire, chacun a son propre imaginaire. Alors, pourquoi pas, après tout connaître quelqu'un, c'est essayer de comprendre un petit peu l'ensemble des partis pris éthiques, esthétiques, les valeurs, les repères, les mythes qui traversent, les histoires, les récits qui traversent la personne, et qui va lui donner, je dirais, une certaine perception du monde. En tout cas, ça va jouer sur la perception du monde. Voilà. Mais on s'aperçoit que chacun a son propre imaginaire, mais il y a beaucoup d'imaginaires individuels qui s'appuient sur un imaginaire collectif. Des fois, il y a des personnes dont l'imaginaire est typique de la civilisation dont ils font partie. Là, j'ai pris l'œuvre animiste, c'est typique de l'animisme. Quand on voit ça, on comprend. Les anthropologues sont très contents quand ils tombent sur des œuvres comme ça, en disant voilà, quelqu'un qui n'a pas eu d'influence d'autres civilisations, il est complètement dans sa civilisation. Quand on regarde ça, on comprend ce que c'est que la civilisation animiste, et l'imaginaire, la représentation du monde qui va avec. Là, on peut aussi... c'est un héritage culturel pluriel qui peut aussi nourrir les imaginaires personnels. Là, j'ai pris l'exemple du rêve, parce que le fameux Michel Gondry, il a fait aussi un film qui s'appelle La science des rêves, et qui s'appuie sur toute une vision du rêve. J'ai mis à côté l'ouvrage de Freud, parce qu'on sent que la psychanalyse aussi a dû le titiller quand il a fait ce film. Mais on voit bien qu'ici, l'imaginaire d'un artiste se nourrit de tous les imaginaires disponibles au sein d'une société. Parce qu'en fait, l'imaginaire est aussi un héritage culturel. Les imaginaires sont des héritages culturels. Donc on a ce cadre général qui est à la fois individuel, collectif, il y a un mélange, il y a des personnes qui prennent conscience de tout cela et jouent avec précisément les imaginaires qui existent dans la société. Donc on voit bien que les artistes souvent prennent ce recul et puis savent un petit peu ce qu'ils font. C'est pas toujours le cas. Parfois on est complètement dans une société, je reprends l'exemple de l'animisme, et dans la société il va vous produire quelque chose qui est typique de l'imaginaire collectif. Mais ensuite on a parfois ce recul, la culture justement, pas une culture qu'on reçoit mais une culture active. On prend le recul, on réfléchit, on essaie de voir d'autres cultures aussi, d'autres imaginaires, et on s'en nourrit. Et voilà. Alors, tout ça c'est très bien, mais si on va aller plus loin, puisque je veux parler d'imagination et de perception, on va aller faire un petit tour du côté de Jean-Paul Sartre. Ça tombe bien, il n'est pas très loin d'ici. Je vous rappelle qu'il a été professeur au lycée François Ier, Jean-Paul Sartre. La première journée philosophique qu'on a faite en 2005, c'était pour fêter le centenaire de la naissance de Jean-Paul Sartre. Alors, on avait pris la précaution de fêter ça le 1er avril, parce qu'on sait que Jean-Paul Sartre n'aimait pas trop les cérémonies, donc on voulait mettre un petit brin d'humour dans cette histoire-là. Voilà. Alors chez Sartre, il a beaucoup travaillé sur l'imaginaire, l'imagination. Il a écrit 2 ouvrages. Un ouvrage en 1936 sur l'imagination, un autre en 1940 sur l'imaginaire, donc ça lui tenait à cœur.
il y revient constamment, dans Les Traits de néant, il revient sur cette histoire-là, et je pense qu'il y a des points importants à en tirer. Tout d'abord, il remarque une chose, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, imaginer un objet, c'est pas simplement viser l'image d'un objet. Imaginer une forêt, c'est pas viser l'image de la forêt, c'est viser la forêt réelle, cette réalité qu'est la forêt, par le biais d'une image mentale. L'imagination n'est pas là pour, en quelque sorte, rester dans l'image. L'image, c'est un intermédiaire qui va servir à saisir la réalité de la forêt. Alors que quand on perçoit une forêt, là, on a la réalité devant nous. C'est quasiment direct, immédiat, la perception est immédiate. L'imagination passe par la médiation justement d'une image mentale qui va permettre d'essayer de saisir une réalité. Il ajoute que l'imaginaire de la forêt, c'est un cadre, une sorte d'univers intérieur qui va nous permettre, dans le meilleur des cas, d'explorer la réalité extérieure. C'est un cadre qui vise à saisir la forêt en image avant même qu'elle ne soit présente. On retrouve la définition d'imagination, à savoir la capacité de rendre présent ce qui est absent. Donc avant d'aller voir la forêt, on a déjà une petite idée de ce qu'on attend, une sorte d'image, si vous voulez, mentale de cette forêt elle-même, qui va nous permettre d'arriver dans la forêt, on va retrouver des repères, on dira il y a ça, voilà. On se dit, d'ailleurs, ça nous permettra de dire je suis dans une forêt. Ça permet d'identifier aussi. Alors que donc, ça permet effectivement de la saisir avant qu'elle soit présente, alors qu'évidemment, dans la perception, on ne perçoit que ce qui est devant nous. La perception, encore une fois, ça ne passe pas par la médiation d'une image, et puis c'est un côté immédiat, puisqu'il y a une présence de la réalité qui est en nous. Ce qui fait que, quand on est dans la perception, on peut faire une découverte qui se fait petit à petit. Je suis dans une forêt, je peux commencer à me promener, à regarder, observer les choses que je ne vois pas immédiatement. Donc la perception, elle autorise une exploration graduelle d'une réalité qui est devant nous. On n'a peut-être pas reçu tout immédiatement, mais on peut être un peu plus attentif, se concentrer, explorer, observer en détail. Si on est accompagné de quelqu'un qui connaît en plus le nom des arbres, des plantes, etc., ça devient carrément plus intéressant. Voilà. Donc il y a, dans la perception, il y a un donné brut qu'on peut encore explorer, découvrir. Ça, on dit l'imagination, c'est bien sympathique, l'imagination, on dit oui, c'est de la création, etc. Et il dit dans l'imagination, on se donne en image la forêt tout un bloc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Sartre, dans l'imagination, il peut y avoir une pauvreté, ce qu'il appelle une pauvreté essentielle de l'imagination, car le réel se réduit d'abord à l'image. On peut être un peu surpris, parce qu'on se dit, au fond, l'imaginaire, quand on a pris ce thème, l'imaginaire, oui, ça ouvre des portes, etc. Il est en train de dire, attention, l'imaginaire peut fermer des portes. Au lieu de dans la perception, en fait, la perception ouvre plus de portes. Ce qui ferme parfois les portes de la perception, c'est précisément de se retrouver avec un imaginaire qui est tel que, on pense de savoir ce que c'est, c'est une forêt, voilà, puis on ne regarde pas, parce qu'on se dit, je l'ai identifié, je sais ce que c'est qu'une forêt, j'en reste à mon imaginaire sans aller plus loin. Ça, c'est important parce que ça montre aussi que l'imaginaire n'est pas nécessairement quelque chose qui va faciliter les choses, qui va faciliter la perception, qui va faciliter la connaissance. Alors, on sait que dans l'imaginaire, il y a le fantasme. Quelqu'un qui vous voit, il vous fantasme, quelqu'un de très méchant, il discute un peu avec vous, vous dites un petit mot de travers, confirmation de son image mentale, il ne va pas chercher à vous connaître. Il va se dire, voilà, donc l'imaginaire peut bloquer précisément une perception qui serait une perception plus précise, plus vraie en fait, de la personne. Donc Sartre, il est sensible à ça. Alors, il est peut-être trop sensible à ça parce que il ne voit peut-être pas qu'il y a aussi une richesse de l'imaginaire qui permet, on part, je dirais, sur des idées, des images mentales, c'est vrai qu'on se la donne, mais ça permet aussi d'explorer après. Après tout, l'imagination et la perception peuvent aller ensemble. Ce que Sartre semble critiquer, on verra. On voit que, par contre, dans la perception, il y a une richesse perceptive qui est contrebalancée, selon ça, par une passivité dans la réception. Il dit au moins,
Et là, il retrouve quand même un point qu'on a souvent en tête, c'est que l'imaginaire, il y a une action. C'est vrai qu'il y a l'univers intérieur, qu'on s'est formé, qu'on s'est forgé. Certaines personnes un peu rêveuses disent oui, peut-être que je ne parle pas beaucoup, mais tu sais, une richesse intérieure, j'ai un imaginaire très développé, on peut comprendre, et c'est pas faux. Donc il y a une activité intérieure, il y a une activité mentale qui fait que l'imaginaire va se nourrir de plein de choses. Voilà, très bien. Donc il y a tout un développement de l'intériorité qui fait précisément que cet imaginaire peut être représenté comme une activité. Par contre, dans la perception, dit Sartre, il y a une sorte de passivité. On reçoit, bon, voilà, c'est là, il suffit de regarder, l'activité de celui qui perçoit, j'allais dire percepteur, c'est pas très beau comme expression, puis on pense à d'autres choses. Celui qui perçoit, effectivement, est une activité pour Sartre qui est quasiment nulle, il dit on est passif dans la perception. Donc richesse de la perception, mais finalement passivité de l'individu qui perçoit, pauvreté essentielle de l'imagination, mais activité forte. Il y a une sorte de monde intérieur qui est là. Le problème, c'est que ce monde intérieur qui est là, parfois, il empêche de voir le monde extérieur. Alors, la conclusion, c'est que l'imagination est une activité spécifique, où notre subjectivité tient un rôle important et prend l'initiative. C'est pour ça qu'on aime bien l'imagination et l'imaginaire. Quelqu'un qui veut se valoriser va dire effectivement oui, j'ai beaucoup de choses dans la tête, j'ai une grande intériorité, je me sens artiste, bon je fais pas grand chose, mais j'ai un imaginaire très fort, voilà, je suis très sensible, quand je reçois les choses avec ma manière de faire, alors je réagis bizarrement parfois, mais voilà, donc côté subjectif, alors que la perception c'est une saisie du réel, nous sommes passivement réceptifs face à une réalité dont les facettes diverses et la complexité peuvent se découvrir par contre à nous progressivement. Donc voilà ce que dit Sartre. Et on va voir qu'on ne peut peut-être pas en rester à ça, puisque Sartre, quand bien même il a beaucoup travaillé ce thème d'imagination, quand bien même c'est un peu notre maître à penser au lycée François Ier, mais justement, bien respecter un penseur, c'est être capable de lui donner des objections. Ce qu'on va se permettre de faire. Sartre pense que nous ne pouvons percevoir et imaginer à la fois, il faut que ce soit l'un ou l'autre. Il pense que l'ordre de l'imagination et l'ordre de la perception, c'est des choses tellement différentes qu'elles ne peuvent pas être compatibles. Alors, on comprend logiquement que c'est bien différent. Ensuite, je crois que là où il y a erreur, il va falloir le montrer, c'est de croire qu'elles se séparent. Ma thèse, c'est que quand on cherche à percevoir les choses, on le perçoit toujours à partir de notre imaginaire, voire des imaginaires collectifs. Alors, je pense qu'il y a deux choses qu'on peut reprocher à ça. D'abord, il dit que la perception est plus en passivité. Je ne suis pas sûr. Quand on perçoit, il y a une activité qu'on appelle habituellement l'attention. Et l'attention, c'est intéressant parce que l'imagination, c'est rendre présent ce qui est absent. L'attention, c'est se rendre présent au présent. Parfois, on dit à des élèves en cours, soyez attentifs. Parce qu'ils n'y sont pas. Parfois, c'est le matin, ils sont en train de rêvasser, justement, dans leur imaginaire, ils sont ailleurs. On voit bien que le corps est là, mais que l'esprit est ailleurs. Donc, on leur dit, concentrez-vous, soyez attentifs. Il faut faire un effort particulier. C'est une activité. Si je veux explorer un lieu, si je veux explorer une forêt, je peux pas me contenter de la traverser. Il y a un effort à faire, il y a une curiosité à avoir. Donc je pense que la perception est beaucoup plus active que ne le dit Sartre. On n'est pas passif. Et d'ailleurs, les scientifiques le disent. Quelqu'un comme Darwin qui a fait tout le tour du monde pour mettre en place sa théorie, il était toujours dans une activité d'observation méthodique, scientifique, etc. Ça me semblait très important. L'autre chose qu'on peut reprocher, c'est que l'imaginaire, comme cadre, il n'est pas totalement, je dirais, en dehors de la perception. Il joue un rôle dans nos perceptions. J'ai pris l'exemple d'un cerf. Là, c'est un tableau de Frida Kahlo. C'est une artiste mexicaine. Vous voyez que dans ce tableau, il y a un côté animiste, si je puis dire, mais en même temps, c'est une civilisation sud-américaine où elle sait que l'animisme était puissant. Et elle a montré un cerf avec plein de flèches. Bon, sa représentation du cerf, c'est une création imaginaire, ça va dans l'imaginaire de Frida Kahlo, mais en même temps, elle est en train d'exprimer sa propre douleur. Le cerf blessé, c'est pour elle
une métaphore des souffrances qu'elle endure. Elle a eu un accident très grave quand elle était jeune, et en fait, toute sa vie, elle a souffert de tout cela. C'est sûr que l'imaginaire qui est proposé ici, la perception du cerf, ça change. Elle voit un cerf blessé, elle pense à ses blessures. Le chasseur, il voit un cerf, il pense que c'est une proie, puis éventuellement il imagine le bon gigot qu'il va pouvoir manger à la fin. Et puis si on a un scientifique, il va avoir encore une autre vision, puisque son imaginaire, sa représentation va être cadrée, sa perception va être cadrée par tiens, c'est un cerf, celui-ci est étrange, c'est quel type de cerf, il a telle particularité, c'est un mâle, c'est une femelle, c'est ceci, qu'est-ce qui lui arrive. Là, il va se poser des questions qui changent constamment la perception qu'il va avoir. Alors, on a ici, comme ça, plusieurs idées, et je crois que si on accepte que les imaginaires et perceptions se combinent dans la saisie du réel, on a plusieurs thèses qui sont données. On sait que, alors c'est un peu polémique, on va expliquer ça. Aristote disait la poésie est plus philosophique que l'histoire. Je vais me rattraper pour les historiens, je le dis tout de suite. Je vous rappelle qu'à l'époque, Aristote, quand il parle, l'histoire c'est un peu un amas de documents, donc ça pose un problème pour en faire une science, c'est pas encore une science constituée comme on peut la connaître. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit en fait, la poésie, il pense aux pièces de théâtre, à la tragédie, à la comédie, propose des fictions. Puis on s'aperçoit que ces fictions sont imaginaires, ça va avec un imaginaire aussi collectif. On sait que les pièces de théâtre dans le monde grec c'était hyper important. Mais l'idée c'est que cet imaginaire permet de comprendre la réalité. Vous voyez les personnages sur scène, c'est des personnages imaginaires, certes, mais ils nous parlent. C'est pour ça que ça nous intéresse. C'est l'idée au fond que ça nous donne à penser, ça nous donne même à percevoir un peu mieux la réalité psychologique des individus quand on voit des personnes qui sont dans les affres du devoir, Antigone, ou dans une situation compliquée, comme ça peut être Oreste, qui doit condamner sa mère, qui vient de tuer son père. Donc on est dans des situations extrêmes, mais qui permettent, en quelque sorte, ce type d'imaginaire, ce type de fiction, permet de mieux comprendre les choses. Aristote dit il y a un côté vraisemblable dans les fictions, vraisemblable c'est semblable au vrai. Et ce semblable au vrai, il peut être très intéressant pour explorer la réalité. Je vais aller un petit peu plus vite. Sur l'histoire quand même, je vous rappelle qu'il va y avoir aussi un usage, qu'Aristote ignorait complètement, c'est l'usage de l'imaginaire, en tout cas de l'imagination. Dans l'histoire, c'est ce qu'on appelle l'histoire contrefactuelle. On écoutera Benoît Lisbonis très rapidement d'ailleurs sur ce point-là. Et puis évidemment, on a une histoire qui est autrement constituée qu'au moment d'Aristote, où Aristote voyait un amas de documents un peu informes, il disait sur ce point de la science. Dans l'ensemble, il est très perspicace, Aristote, mais sur l'histoire, ce n'était pas trop son cas, effectivement. Voilà, je laisse de côté Bergson, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je voulais simplement aussi rajouter 2 points, pour laisser la face quand même à ma collègue. L'imaginaire, ça permet aussi d'explorer l'inconnu. On voit bien que c'est Mathieu Maé qui va en parler aussi, des endroits inaccessibles, comme le centre de la Terre, ou la Lune, à une époque. Il y a des auteurs comme Jules Verne qui ont réussi effectivement, dans une littérature d'anticipation science-fiction, à essayer de faire reculer les frontières. C'est intéressant parce qu'en France, quand on parle de Jules Verne, on dit oh, c'est un auteur pour les enfants. Vous allez aux États-Unis, ils le prennent très au sérieux. Ils disent attention, Jules Verne, génial. C'est quelqu'un qui a montré que la science-fiction, la littérature, permettait de faire avancer la science. En tout cas, permettait d'explorer des endroits complètement inconnus, de rendre présent ce qui est absent. Et rendre présent ce qui est absent, ça donne envie d'y aller. Voilà, donc il décrit un voyage sur la Lune. Alors c'est une description qui nous semble complètement fantaisiste, mais ça s'est fait après. Alors, les Américains disent c'est incroyable, lui il avait compris qu'on pouvait y aller. Donc l'imagination, ça permet aussi d'anticiper les événements qui vont arriver plus tard, y compris en sciences. C'est le cas aussi pour l'imaginaire des grands explorateurs. Christophe Colomb. Christophe Colomb, lui, part avec un imaginaire de l'Inde. D'ailleurs, beaucoup estiment qu'il a toujours cru qu'il était arrivé en Inde et pas dans un nouveau continent. Mais vous voyez qu'un imaginaire, même quand on se trompe, un imaginaire, quand on se trompe, peut être intéressant, peut produire des effets positifs en termes d'exploration. Donc là, on a un exemple de sérendipité, voilà, excusez-moi, c'est-à-dire de découverte qui se fait un peu par hasard. On cherche quelque chose, on trouve autre chose. Alors, en science, c'est quand même pas mal, et quand on cherche quelque chose, c'est qu'on imagine qu'il y a quelque chose, des fois on trouve autre chose.
c'est le cas de Christophe Colomb, c'est le cas aussi de Magellan. Hein. Magellan, quand il est parti, il ne savait pas qu'il y avait vraiment ce qu'on appelle le détroit de Magellan, on ne savait pas, il partait en disant il y en a un, c'est sûr, etc. Mais il n'avait aucune certitude, il imaginait que ça marcherait, ça a marché. Donc des fois, l'imagination, ça permet aussi de se lancer dans des aventures un peu improbables et qui vont donner des résultats. Je vais être amené à conclure. Je veux bien la suivante. Ouais. On va laisser ce côté-là aussi. Voilà. J'aimerais conclure simplement en rappelant deux choses. Ça va être les dernières diapos. D'abord que l'imaginaire peut aussi, j'ai montré que ça peut être positif hein, pour la découverte scientifique, ça peut être positif en politique, je pense que Castor l'a dit, on en reparlera tout à l'heure, mais ça peut aussi faire écran. Hein. J'ai pris deux exemples. Il y a l'exemple de... Je prends surtout l'exemple de Madame Bovary. Madame Bovary, comme vous le savez, elle a un imaginaire débordant, elle lit des romans d'amour plus ou moins de bonne qualité, donc elle se représente les choses d'une manière fantasmatique, voilà. Et puis elle s'ennuie beaucoup avec son mari, Charles, qui n'est pas du tout amusant, visiblement. Et puis elle cherche à connaître des histoires d'amour, sauf qu'elle part avec un logiciel imaginaire où elle ne sait pas ce que c'est en fait. Elle est partie dans un imaginaire complètement délirant. On parle du bovarisme. Le bovarisme, c'est en fait une manière d'imaginer les choses. On est dans le fantasme. Les psychanalystes disent voilà, c'est le fantasme. Il y a beaucoup de gens qui vont en psychanalyse parce qu'ils imaginent que c'est comme ça, donc ils sont toujours déçus. Ils disent ah non, je pensais que c'était comme ça, l'amour, je pensais que c'était ça, la science. Ils sont toujours déçus parce qu'ils sont montés le bourrichon, si je puis dire. Ils se sont fait un fantasme et puis à la fin, la réalité est quand même un petit peu différente. Donc je pense que l'imaginaire peut faire écran à la réalité, ça peut être même terrible pour ce qui est de... Voilà. On va regarder la fin et donc on peut aussi avoir, alors là aussi je passe vite parce que oui j'ai fait une intervention qui pourrait durer 1 heure, il y a aussi tout ce qui fait écran, les propagandes. N'oubliez pas que l'imaginaire, c'est peut-être sympathique, etc., mais ça peut être manipulé aussi, ça faut le rappeler. Il y a des imaginaires qui sont manipulés complètement. Il y a des gens qui ont en tête, on est dans le complotisme, dans les fake news, on est dans les systèmes autoritaires, on fait croire que la réalité c'est ça, et ça marche malheureusement assez bien. Quand les gens n'ont que cette source, il y a une sorte d'imaginaire collectif qui se met en place, et c'est du délire complet. Et conclusion, voilà, je dirais que l'imaginaire c'est pour le meilleur comme pour le pire. J'ai pris une œuvre du douanier Rousseau, qui s'appelle Le Rêve. Vous remarquerez qu'il y a une nature florissante, luxurieuse, tout va bien. Alors ça peut être ça, l'imaginaire, ça peut être très bien, ça peut être aussi ce qui va ouvrir des portes. L'imaginaire, c'est aussi ce qui peut fermer des portes et puis conduire au terrible. J'ai pris une affiche de propagande pékiniste sur la Légion volontaire des Français. C'était des gens qui s'engageaient dans l'armée allemande avec l'idée qu'il fallait lutter contre le monstre bolchevique avec le couteau entre les dents, voilà, et puis surtout c'était une idéologie avec un imaginaire. J'aurais pu vous parler de l'imaginaire nazi, je me suis abstenu, mais vous voyez qu'un imaginaire peut être très riche, mais il peut être très pervers. C'est pas quand on regarde le nazisme, on peut s'il y a des gens qui sont encore fascinés, c'est qu'il y a plein de choses, il y a plein de symboles, etc. En même temps, on est dans quelque chose qui est une sorte de miroir aux alouettes. On sait que ça conduit, on sait où ça conduit d'ailleurs, dans la monstruosité. Donc attention, l'imaginaire, c'est pour le meilleur comme pour le pire. Et pour la perception, je crois que l'imaginaire peut être un stimulant, ça peut être aussi un obstacle. Toute la question est d'arriver à avoir un imaginaire qui ouvre aussi les portes de la perception.